Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Dans l'actualité ce soir, presse camerounaise, censure de la haine dans le discours des médias. Le Conseil national de la communication sensibilise les journalistes. Atelier ouvert à Yaoundé ce jour. Nous en parlons en première ligne du 20h30. Présidentielle 2018, n'ayez pas peur. La conférence des gouverneurs rassure quant au dispositif sécuritaire avant, pendant et après le scrutin. Le conclave s'est achevé à Yaoundé ce jour sous la présidence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. En sport, championnat du monde de volleyball Italie-Bulgarie 2018, duel africain ce mercredi sur le sol italien. Le Cameroun monte au filet contre la Tunisie, championne d'Afrique en titre. Détails en page des sports. Voilà pour les titres. Commençons par un phénomène qui prend de l'ampleur, le discours de la haine dans les médias camerounais. Le Conseil national de la communication, préoccupé par cette situation, a invité les journalistes et patrons de presse à une réflexion sur la question. Les travaux se sont ouverts ce jour à Yaoundé. Enjeu de la rencontre, Rodrigue Bertrand-Toueno. Presse écrite, audiovisuel et plus récemment cyberespace, le microcosme médiatique camerounais n'échappe pas au discours de la haine. Il y a des gens qui disent tout ce qu'ils veulent dire et ils ont oublié que la liberté a ses limites. Il y a l'incitation à la rébellion à travers de ce que les gens disent. Ça peut être les hommes et des femmes des médias eux-mêmes, donc les journalistes, mais ça peut aussi certaines autorités. Le phénomène prenant de l'ampleur, le CNC a invité au remue-ménage les professionnels du secteur. Par le canevas de 4 présentations, un diagnostic sans complaisance du mal a été fait avec comme principal enjeu des prescriptions visant son éradication. On va proposer les recommandations et des solutions. On attend qu'en concertant avec tous les médias, nous pouvons, comme groupe, essayer de faire quand même une sorte de mémorandum. Et on va respecter. Est-ce que nous avons même un code? Qui respecte le code de notre profession? La situation ne changera pas tout de suite, mais le mérite du CNC aura été de tirer la sonnette d'alarme. Casse de l'ouvrage de la nouvelle édition de Pour le libéralisme communautaire, l'ouvrage de Paul Biya. 30 ans après l'apparition de la première mouture, le livre mérite, ou alors le livre méritait, une cure de jouvence. C'est en tout cas la conviction de certains analystes de l'espace public rencontrés par Agnès Solange Abessolo. Des notions postulées vraies qui permettent d'orienter l'action humaine. Paul Biya, en 1987, tout jeune et nouveau président de la République du Cameroun, offrait au lecteur un essai d'une lucidité et d'une profondeur remarquables. Pour le libéralisme communautaire, un livre avant-gardiste au vu des thématiques abordées. Les vérités du libéralisme communautaire restent les vérités du libéralisme communautaire, à savoir la liberté d'entreprendre la fonction régulatrice d'un État démocratique et puis le devoir de solidarité. L'auteur a sans doute senti la nécessité de le réactualiser au vu des développements actuels. Une réédition opportune selon les politiques face aux nouveaux enjeux. Paul Biya, un visionnaire aguerri qui connaît le Cameroun dans ses méandres profonds, parlait déjà en 1987 de tribalisme, phénomène qui reste actuel. Il n'a fait qu'étudier les réalités camerounaises, il n'a fait qu'étudier les enjeux pour le Cameroun, voire les perspectives viables pour le Cameroun. Et donc on ne peut pas maîtriser les perspectives viables sans se projeter dans la vision. De nouvelles réalités adaptées aux mutations intervenues entre-temps et répercutées dans cette nouvelle édition dont la dédicace est prévue ce mercredi. Un socle intellectuel des plus rigoureux qui justifie l'attente de l'événement.
Rendez-vous demain à Yaoundé. Les partenaires au développement affichent clairement la volonté d'accompagner la gestion des élections au Cameroun dans la perspective de l'élection présidentielle par exemple. L'Organisation internationale de la francophonie, le programme des Nations unies pour le développement, organise depuis cet après-midi à Yaoundé une session de formation des personnels d'Elections Cameroun sur la biométrie, la communication et l'observation électorale. Séverin Legambélé. L'intervention du PNUD et de l'OIF dans la gestion du cycle des élections au Cameroun est la preuve d'un partenariat actif entre notre pays et les organismes d'appui qui concourent partout ailleurs à la consolidation de la démocratie. En plus des missions d'observation, du plaidoyer pour le relèvement du taux de participation des femmes, l'OIF et le PNUD ont choisi de donner des gains substantiels à la pratique courante des agents électoraux. Nous avons le souci de travailler bien en amont et d'apporter notre savoir-faire sur tous les domaines qui concourent à un bon déroulement d'un processus électoral pour faire essentiellement du renforcement de capacité avant le jour J, d'être des acteurs non pas observants mais être sur place pour bien monitorer l'élection. Pour Elections Cameroun, l'interaction directe ainsi créée entre les représentants des candidats, les membres de la société civile est de nature à créer les conditions les meilleures pour l'organisation par exemple des bureaux de vote pendant le scrutin à venir. La première conférence des gouverneurs de région au titre de l'année 2018 s'est achevée cet après-midi à Yaoundé à la clôture des travaux présidés par le ministre de la Communication, le ministre de l'Administration territoriale Paul Atangandji. Les autorités administratives ont été invitées à tout mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement des opérations de vote. Encore une fois, Séverin Legambélé. Le ton est resté le même du début à la fin des travaux de la conférence semestrielle des gouverneurs de région. L'élection du président de la République, garant de l'ordre constitutionnel, doit se dérouler dans un climat apaisé. Et c'est tout le sens à donner à la profondeur des communications développées pendant ces assises. Communication du délégué général à la Sûreté nationale, communication du secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie. La loi dit que l'administration doit appuyer ELECAM. Donc ça veut dire les forces de sécurité ainsi que les autorités administratives doivent apporter leur encadrement à ELECAM. Ça veut dire que le matériel électoral doit être sécurisé et les démembrements d'ELECAM doivent être protégés. Donc c'est une mission qui est essentielle et je crois que les gouverneurs ont bien capté le message. Sur le terrain, les gouverneurs ont à relever le défi d'organiser l'élection présidentielle dans tous les recoins du pays. Et pour cela, il faut des ressources. Nous allons profiter de ce que l'état d'esprit est très bon auprès de nos populations à cause des actions de l'État, des projets importants qui sont logés dans notre région. Rentrer dans notre localité, nous allons inviter les composantes politiques, la société civile. Ce qui va être fait, c'est plus de sécurité dans le cadre du processus électoral. Nous allons encadrer ce processus, d'abord en ce qui concerne la campagne, puis en ce qui concerne le déroulement du scrutin proprement dit. La sécurisation du processus électoral en question est l'affaire de l'administration publique, mais aussi celle des partis politiques et des organisations de la société civile. Place à présent à notre feuilleton consacré cette semaine à la web campagne des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Tous marquent de leur présence la toile. En attendant la campagne proprement dite, les réseaux sociaux et autres plateformes numériques sont devenus de véritables espaces de propagande. Allons voir quelques contenus postés par les acteurs politiques dans le deuxième épisode du feuilleton de cette semaine, mis en scène par Oswald Medon. Cela a tout à fait l'air d'une campagne avant la lettre, sauf qu'ici, on reste dans le virtuel. Dans le cyberespace, c'est chaque candidat qui tisse sa toile pour s'attirer les faveurs de l'électorat connecté. Le contenu de chaque plateforme est choisi à dessein. La communication d'abord. C'est essentiellement le partage d'informations des différentes plateformes qui se retrouvent là. Également des articles et des messages de motivation qui sont faits par des membres de l'équipe de campagne, également par des sympathisants.
On a la possibilité d'interagir en temps réel avec les différents internautes, bref, avec les Camerounais. Il est aussi important de montrer que nous ne sommes pas dans une logique de compétition pour savoir qui a le plus grand nombre de followers sur Internet ou pas. Le plus important, en fait, c'est de pouvoir véhiculer un message auprès des Camerounais, le Camerounais qui est connecté. Pour ratisser large, on multiplie les plateformes. À chacune ses caractéristiques et ses messages aussi. La vision du candidat, dans sa vision du monde, sa vision, son idéal pour le Cameroun, ses actions sur le terrain, donc finalement ses rencontres, sa manière d'aller à la rencontre du peuple et également à travers les médias. La web campagne mobilise dans tous les quartiers généraux des candidats à l'élection présidentielle. Derrière les postes, toute une task force. Ce sont des jeunes, mais également des personnes âgées disposant de compétences en matière informatique, surtout, et beaucoup plus dans des domaines assez pointus tels que le web marketing, tels que la communication digitale et autres. Espace ouvert, le cyberespace expose aussi. De quoi stimuler la curiosité des autres, même si on ne l'avouera pas forcément. C'est vrai que Internet permet également de voir ce que font les autres candidats. Et voilà, c'est tout à fait normal. Seuls quelques QG abordent même à demi-mot le sujet de cette web campagne. Question de stratégie sans doute, mais pas que. Suffisant pour que tout reporter jugé un peu trop curieux soit tenu à l'écart. La suite du feuilleton demain 20h30. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet cet après-midi une délégation chinoise. Kawayege Djibril et ses hôtes ont parlé du démarrage des travaux du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, un don sans contrepartie de 60 milliards de francs CFA de la République populaire de Chine. Compte rendu, Clarisse Tang. Pékin finance la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. L'argent est disponible, 60 milliards de francs CFA, et le site connu. La visite de ces experts en architecture, électricité, plomberie et autres décorations, rendue au chef de chambre de l'Assemblée nationale, laisse entrevoir l'imminence du démarrage des travaux de construction du nouvel édifice. C'est depuis longtemps que la Chine a supporté le développement économique du Cameroun. À l'occasion du forum sino-africain, nous pouvons venir ici pour continuer le projet. Notre arrivée signifie que le projet entre à l'étape de l'exécution. Après cet important échange avec le très honorable Kawayege Djibril, les techniciens chinois se sont rendus à Ngouekele sur le site retenu pour une séance de travail stratégique. Il est question pour nous, partie camerounaise et partie chinoise, d'harmoniser le plan architectural adapté à ce site qui intègre la présence de l'ancien hémicycle que nous voulons maintenir comme musée parlementaire et qui tienne compte du relief un peu accidenté sur la partie est du site où nous sommes et faire en sorte que le nouveau palais puisse sortir de terre dans les tout prochains mois. Le nouveau joyau architectural occupera donc une superficie de 37 500 m² et comprendra entre autres un bâtiment principal, un hémicycle, une salle des fêtes, un bâtiment des pompiers, un local technique, etc. Place nette est faite ici pour l'accueillir. Seul l'hémicycle actuel sera intégré au nouveau projet, se muant en musée parlementaire. Nous sommes le 11 septembre ce mardi, date cauchemar pour les États-Unis, frappés en 2001 par l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du terrorisme. C'est en 2014 que notre pays est victime des premiers assauts terroristes de la secte Boko Haram. Pour le chef de l'État Paul Biya, la solution pour vaincre le mal passe par la mutualisation des efforts entre pays. Le regard de Joseph Clément Omba. Jadis considéré comme un îlot de paix et de stabilité dans la sous-région d'Afrique centrale, le Cameroun est la cible depuis quelques années des incursions terroristes qui mettent à mal la quiétude de ses populations. La région de l'extrême nord paye un lourd tribut à cette guerre absurde, victime des assauts répétés de la secte terroriste Boko Haram. Dans sa posture de chef de guerre, Paul Biya prend l'initiative en déclarant la guerre à la secte Boko Haram. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérien. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette
choses terroristes. Chef des armées, Paul Biya réorganise le dispositif opérationnel de défense. Il crée 2 régions militaires interarmées auxquelles s'adossent de nouvelles régions de gendarmerie. Pour un meilleur maillage du territoire, le Cameroun apporte sa pierre à l'édifice de la formation de la force mixte multinationale. Dans les forats internationaux, notamment à la tribune des Nations Unies, Paul Biya se joint aux dirigeants du monde pour rappeler à la conscience collective que nous sommes tous des mendiants de la paix. Notre bien le plus précieux, c'est la paix. Sans elle, nous ne pouvons rien entreprendre de durable, d'efficace, au bénéfice de nos jeunes, de nos peuples. À menace globale, il faut une riposte globale, dit-il au diplomate le 7 janvier 2016 à Yaoundé. Seule une action solidaire et déterminée de la communauté internationale peut venir à bout du terrorisme. Il nous faut mutualiser nos moyens de renseignement et nos efforts de combat. Prenant la pleine mesure d'une menace planétaire, Paul Biya, dont le pays souffre du terrorisme, reste d'avis que le monde ne doit jamais baisser la garde face à un ennemi commun. Et le Cameroun, c'est clair, est dans le viseur des terroristes. Le combat contre ce mal est une cause nationale. Le discours des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain ne peut en faire l'économie. Confirmation avec Philippe Roger Sama. 4 attentats en l'espace de 2 heures, près de 3000 morts au décompte. Un couteau dans le cœur du pays le plus puissant du monde. Les États-Unis ont été, le 11 septembre 2001, victimes des attentats terroristes inédits, certainement les plus spectaculaires de l'histoire contemporaine. Cet acte du réseau djihadiste Al-Qaïda, comme une dynamique nouvelle, a fait du terrorisme une pratique courante, véritable contre-pied à l'ordre mondial, alignant chaque jour des victimes dans le concert des nations, instaurant le règne de la peur et se positionnant comme modèle de déstabilisation des États. Le Cameroun, véritable îlot de paix dans une Afrique presque embrasée, n'a pas échappé à la règle. Depuis au moins 2014, le Cameroun fait face à des vagues d'attentats terroristes, aussi bien dans le nord du pays qu'à l'est et plus récemment dans la partie aujourd'hui connue comme étant la zone anglophone. Cible des attaques terroristes depuis plusieurs années, la nation camerounaise a démontré sa capacité de résilience. Les forces du désordre ont rencontré face à elles nos forces de l'ordre et de défense, sous la conduite d'un chef lucide et toujours bien inspiré, le président Paul Biya. Cette lutte contre le terrorisme est le credo de plusieurs candidats à la future élection présidentielle. Garga Manadji, Akere Mouna, Maurice Kamto, Adamou Damjoya et les autres clament la primauté de l'État et son intégrité. On ne désarme pas un État. On est déjà d'accord que lorsque vous parlez de désarmement, ce n'est pas l'État que vous allez désarmer. Il faut que les bandes armées déposent les armes et retrouvent le chemin du dialogue, quitte à ce que les bases de ce dialogue soient saines et qu'un climat, une atmosphère de confiance règne. Dans le contexte de la future élection présidentielle, il est clair que le combat contre toute forme de menace terroriste doit s'imposer comme une cause commune. Nous en parlions dans notre édition d'hier. Le développement est en marche dans les communes et communautés urbaines du Cameroun. L'architecte de l'État sur ce chantier est le FECOM depuis plus de 40 ans. Seulement ces 7 dernières années, figurez-vous, l'organisme a déployé près de 450 milliards de francs CFA pour améliorer le visage de nos cités et les conditions de vie des populations. Le regard des jeunes Bey. 45 ans déjà que le FECOM, encore appelé la Banque des communes, appuie le développement local au Cameroun. Le FECOM intervient au niveau des communes pour apporter des financements dans le cadre des services sociaux de base, donc tout ce qui est eau, électricité, construction des écoles, des routes et des ponts, des centres de santé, et nous construisons également d'autres infrastructures qui sont génératrices de revenus, des marchés, des gares routières, des auberges municipales. Nous construisons aussi des bâtiments pour les communes, notamment des hôtels de ville. Entre 2011 et 2018, le FECOM a injecté 450 milliards de francs dans le développement des communes. Avoir
Accès au financement, au FECOM, obéit à certaines règles précises. Toutes les communes ont accès au financement du FECOM parce que nous avons donc plusieurs produits qui obéissent aussi à plusieurs outils de financement. Les projets sociaux ont leur type de financement où on demande à la commune un apport de 15% et 85% de la ressource est donnée sous forme de subvention. Et nous avons également des projets générateurs de revenus, ça dépend de l'importance. Lorsque c'est un projet générateur de revenus qui est en deçà de 300 millions de francs, dans ce cadre-là, 40% des ressources sont données à la commune sous forme de subvention et 60% sous forme de prêt. Au niveau des bénéficiaires, la remontée de l'information est globalement satisfaisante. Notre commune a été ravagée par un incendie et le gouvernement a demandé que le FECOM nous finance. Les fonds ont été levés dans un délai de 48 heures, ce qui nous a permis au bout de 15 jours de regagner nos locaux de manière fonctionnelle. Les populations, à travers ces différentes interventions, trouvent un soulagement certain. Mais pour le FECOM, l'ambition reste grande, se placer au cœur de l'innovation, du développement local au Cameroun. Sur le terrain, l'impact des réalisations est visible. Les populations de Bamenda, dans le nord-ouest par exemple, viennent de bénéficier de la construction de plusieurs boutiques et d'un édifice abritant les services de la communauté urbaine. Voyons tout cela dans ce reportage d'Adrien Takoufo, CRTV Nord-Ouest. Voici l'une des réalisations du FECOM. Le bâtiment qui abrite les services de la communauté urbaine de Bamenda. En plus des boutiques construites au stade municipal de Bamenda, le FECOM compte également effectuer d'autres projets importants dans la communauté urbaine de Bamenda. Le FECOM venait de nous accorder un financement de plus de 900 millions pour la construction de Bamenda Conference Center et puis pour l'amélioration du niveau de vie au quartier Sissia, dans l'arrondissement de Bamenda 3e. Le FECOM est en train de prendre plus de 80% d'un financement d'à peu près 400 millions de francs pour ce projet. La municipalité de Bamenda 3e est l'autre bénéficiaire des réalisations du FECOM et les résultats sont visibles sur le terrain. En collaboration avec FECOM, on a réalisé le projet de construction de hôtel de ville de Bamenda 3e, quelques ponts et le marché de Kassen. Dans le jour suivant, le projet va commencer. Dans la région du Nord-Ouest, chaque communauté a bénéficié d'un projet de l'organisme. Dans la région, on a 34 communes, on a réalisé 33. Il reste seulement un seul qui est Woum et tous ces projets sont réalisés. La construction de plusieurs hôpitaux et écoles, ainsi que la réalisation de plusieurs projets sociaux, ont été rendus possibles grâce au Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Depuis 2014, le FECOM a financé plus de 36 milliards de CAC au niveau de la commune de la région du Nord-Ouest. Les responsables du FECOM se félicitent de ce que leur structure est l'organe directrice dans le processus de décentralisation institué par le gouvernement. Ils promettent d'être toujours aux côtés des populations du Nord-Ouest. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse émis par les services du Premier ministre, faisant suite à la réunion présidée le 7 septembre 2018 par le ministre secrétaire général des services du Premier ministre au sujet de l'indisponibilité actuelle des manuels scolaires sur le marché national. Tous les acteurs de la filière livres, éditeurs, distributeurs et livraires se sont rencontrés le lundi 10 septembre sous la supervision du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. À l'effet d'apaiser les inquiétudes des parents quant à la rareté actuelle du manuel scolaire, de réaffirmer le respect scrupuleux par tous les acteurs de la grille des prix officiels des manuels tels qu'arrêtés par le MINESEC et le MINEDUB, de fixer les règles d'un fonctionnement harmonieux et efficace de la filière livre en s'accordant sur
les termes du texte devant régir les activités de cette filière. Au terme des échanges, pendant lesquels la politique du manuel scolaire unique par matière a été unanimement saluée, les différentes parties ont convenu de la mise à disposition des manuels scolaires manquants dans un délai maximum de 15 jours à compter du 11 septembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. L'engagement par tous les acteurs de la chaîne du manuel scolaire du respect scrupuleux à la fois des listes et des prix validés et publiés par le MINESEC et le MINEDUB et des marges sur lesquelles ils se sont accordés. La disposition des acteurs à s'en tenir exclusivement à leur domaine de compétences dans l'attente des textes organisant la filière livre. Les différentes parties ont en outre décidé d'une part de se retrouver le 30 septembre 2018 aux fins d'évaluer l'implémentation des engagements ci-dessus pris et d'autre part de conjuguer leurs efforts afin de garantir un succès total à la politique du manuel scolaire unique par matière prescrite par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Ces faits à Yaoundé le 11 septembre 2018 ont signé le secrétaire général des services du Premier ministre Fouda Séraphin Magloire et un ensemble d'acteurs représentant tous les intervenants de la chaîne du livre et du manuel scolaire. Dans la suite du journal, il sera bientôt facile pour un chercheur d'emploi de trouver du travail au Cameroun. Un outil est en élaboration à cet effet dans le cadre du premier forum national sur la gestion prévisionnelle des emplois ouvert ce jour à Yaoundé par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Alvin Gizelzi. La gestion prévisionnelle, une notion d'anticipation qui a toujours été une préoccupation des entreprises. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle entend à travers ce forum véritablement s'arrimer à cette politique. Une stratégie opérationnelle qui devrait permettre une insertion plus accrue des jeunes dans le marché de l'emploi. Nous sommes en train de moderniser le secteur de la formation professionnelle au Cameroun. Sans un capital humain compétent, il n'est pas possible d'atteindre l'émergence en 2035. Et c'est dans cela que s'est investi le gouvernement. Le comité de réflexion du premier forum national sur la gestion prévisionnelle des emplois, des métiers et des compétences va pendant 3 jours examiner les outils pour le développement des compétences dans le cadre d'une vision prospective. Il faudrait s'entendre pour mettre en place une politique de prévision des emplois futurs. Il faut évaluer ce qu'il y a à faire à court, à moyen et à long terme. Cet espace d'échange animé par les administrations, programmes et entreprises et les compétences et à faciliter l'insertion professionnelle des chercheurs d'emploi. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale est à Maroua. Grégoire Owona est allé échanger avec les délégués du personnel de l'extrême nord sur l'état du dialogue social et les solutions envisageables en cas de désaccord. Voici quelques résolutions à l'issue de la rencontre avec Aladi Mustafa de Sierre TV Extrême Nord. La rencontre entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et les délégués du personnel était une occasion inédite d'échange avec ces représentants élus des travailleurs sur leurs préoccupations, mais aussi et surtout une démonstration de la pratique du dialogue social dans les entreprises basées à l'extrême nord. Les délégués du personnel ne sont pas seulement ceux-là qui vont représenter les personnels au niveau de leurs employeurs, mais nous devons également garantir l'image de nos différentes entreprises dans l'exercice de nos fonctions. Dans son discours, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a souligné qu'à travers le dialogue social, l'on peut trouver des solutions aux problèmes sans avoir recours à la violence, préserver la cohésion sociale et contribuer ainsi à la paix et au développement socio-économique du Cameroun. Il n'y a pas autre chose à faire. Il faut que notre pays poursuive son développement face à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Une concertation de plus de 3 heures qui s'est déroulée en présence des autorités locales, dont le secrétaire général des services du gouverneur, Herman Bertrand Asiga.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est également à Maroua. Joseph Lé annonce la mise sur pied d'un mécanisme visant la réduction des longues distances et tracasseries auxquelles les usagers de la fonction publique étaient confrontés. La visite du MINFOPRA l'a également conduit dans les locaux de l'agence régionale de la SOPECAM, dont il est le président du conseil d'administration. Retrouvons à Maroua Joseph Nganadako. Premier contact avec le personnel de la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative de l'extrême nord, le ministre de la fonction publique a prescrit à ses collaborateurs célérité dans le service, non sans annoncer la mise sur pied d'un mécanisme qui facilitera les procédures administratives. Si c'est un acte de carrière qui nécessite la signature du ministre, le délégué régional et ses collaborateurs nous envoient cet acte. Nous le signons et nous renvoyons ici à Maroua. L'agent de l'État le récupère ici et peut compléter son dossier comme il se doit. Nous faisons cela pour l'intérêt de nos usagers. Nous sommes à leur service. En cette veille de l'élection présidentielle, le ministre Joseph Lé, par ailleurs président du conseil d'administration de la Société de presse et d'édition du Cameroun, a rencontré le personnel de l'agence régionale SOPECAM Extrême Nord. Il y a un besoin urgent de moyens de locomotion et de quelques autres commodités. L'espace est étroit, je dois dire très étroit. Les ressources humaines, il y en a, c'est limite. L'effort peut-être spécial doit être fait. Des mesures qui, selon le chef d'agence Patrice Mbossa, vont permettre à la SOPECAM Extrême Nord d'assurer une couverture optimale de la campagne électorale qui sera lancée dans moins de 2 semaines. La CRTV récompensée pour sa contribution dans la lutte contre le paludisme. Un prix d'excellence a été remis cet après-midi au directeur général de l'office Charles Ndongo par une délégation de Malaria No More Cameroon. Et je vous propose d'écouter la directrice de cette délégation, Olivia Ngou, interrogée par CRTV News. Nous sommes ici aujourd'hui pour remercier la CRTV et remettre un award d'excellence en matière de contribution de lutte contre le paludisme du secteur privé à la CRTV qui a accompagné cette lutte depuis plusieurs années, que ce soit à travers la diffusion des spots ou des micro-programmes ou alors l'espace disponible pour les différents passages ou alors toutes les couvertures de tous les événements et de tout ce qui a été fait dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Nous souhaiterons remercier la CRTV pour cette contribution qui a permis d'éduquer et de sensibiliser des millions de Camerounais sur l'importance de cette lutte. Rentrée scolaire, tout sourire pour les enfants de l'arrondissement de Lolodorf. Charles Ndongo, élite de la localité, a remis ce lundi du matériel didactique et des fournitures scolaires aux enseignants et meilleurs élèves de cette localité. Ce geste d'un fils du terroir vient, à point nommé, soulager les parents et encourager les jeunes à travailler durement. Elvire Ninangalim revient de Lolodorf. Son reportage. Comme une manne tombée du ciel, les populations de Lolodorf, une ville du département de l'Océan, région du Sud, ont les cœurs apaisés en ce début d'année scolaire. 9 établissements au total ont bénéficié des fournitures et du matériel didactique pour le corps enseignant et les meilleurs élèves de chaque classe. Ce geste de cœur est de Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Le don que nous avons reçu ce jour vient à point nommé. Il vient en début de rentrée scolaire. Et nous sommes très contents parce qu'il va beaucoup nous apporter. Je remercie le don que papa Charles Ndongo m'a offert. Je promets de retravailler pour avoir le CEP au concours cette année. Conscient des difficultés de cette communauté et des enjeux liés à la qualité de l'éducation de ses enseignants, le donateur entend promouvoir l'excellence dans cette localité. L'éducation de nos enfants et leur formation constitue l'un des piliers fondamentaux. Cette jeunesse, n'est-ce pas, qui est porteuse d'espoir pour nous permettre d'atteindre ces objectifs.
Ces élèves et leurs enseignants sont donc bien armés, prêts à entamer cette année scolaire. Des nouvelles de quelques meetings dans la suite de ce journal, d'abord à Bogo, dans l'extrême nord, où le RDPC prône le vivre ensemble et l'amour de la patrie. Ces militants de la section Diamaré-Est viennent de tenir une conférence en présence de Grégoire Oona, le secrétaire général adjoint du comité central. Malmoussa Le Doublez, CRTV Extrême Nord. Les militants de la section RDPC Diamaré-Est sont préoccupés par la situation sociopolitique qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'universitaire a la réputation établie en matière d'analyse des questions du terrorisme, appelle à l'union de cœur pour le retour de la paix. Les travaux de cette conférence très courue leur a donné l'occasion de se faire une idée de l'état de santé de leur circonscription politique. Chaque fois qu'il y a un grand enjeu majeur, nous organisons toujours une conférence de section pour faire un bilan. Ce qui est en train d'être fait et les perspectives d'avenir. Au deuxième sujet, nous avons pensé qu'il faut aller au-delà de vivre ensemble, mais de bien vivre ensemble et d'avoir une cohésion sociale. Pour la hiérarchie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Diamaré-Est est un exemple. Les militants de Bogo sont des militants fidèles et ils l'ont toujours prouvé. Nous avons voulu venir les appuyer pour qu'ils fassent le maximum pour l'élection de notre candidat Paul Biya. Déjà mobilisés, ces militants ne cachent plus leur impatience de descendre sur le terrain pour battre campagne en faveur de leur candidat, le président Paul Biya. Et dans la Sanaga maritime, le RDPC rassemble le budget de campagne, déjà 58 millions de francs CFA mobilisés par la section Centre 1 sur le cap de 100 millions fixé par le président de la commission permanente départementale de coordination, Louis Yinda. Les détails avec Sadou Mamadou de CRTV Littoral. La Sanaga maritime, aidée à Centre 1, entend plébisciter le candidat Biya avec un taux sans appel. Les militants et sympathisants du parti du Flambeau viennent de renouveler leur loyauté à leur fils du petit séminaire ce vendredi 7 septembre 2018. Ils ont mobilisé un peu plus de 58 millions de francs CFA entre le 16 juin et le 7 septembre 2018. Nos élites n'ont jamais abandonné le regain militant. Ils vont se mouvoir comme nous avons une dernière phase et nous allons atteindre nos 100 millions de francs. L'opération de Cham qui prend son envol ce 22 septembre se fera sous le triptyque engagement militant, consolidation des acquis de l'unité nationale et du vivre ensemble et le porte-à-porte. Cette stratégie élaborée par le président national devra nous permettre d'intégrer tout le monde à travers le vivre ensemble pour que au-delà des sympathisants, au-delà des militants, eh bien, il y a les partis alliés. La Sanaga maritime doit pouvoir franchir le cap de 100 millions de francs CFA pour un maillage conséquent des circonscriptions électorales dès ce 22 septembre et surtout garantir la victoire du candidat président. Les brasseries du Cameroun et l'Ordre national des médecins, branche de l'extrême nord, ensemble pour barrer la route au choléra dans cette région. Un partenariat qui s'est traduit lors de la remise des packs d'eau minérale Source Tanguy. En présidant la cérémonie, le secrétaire général des services du gouverneur de l'extrême nord a exprimé le vœu de voir ces palettes d'eau parvenir effectivement aux malades internés dans les hôpitaux. Les détails de Bakary Galdima des CRTV Extrême Nord. La région de l'extrême nord ne connaît pas de cas de choléra, mais tous les facteurs favorisant la maladie sont actuellement réunis. Il s'agit notamment de la saison des pluies en cours, de l'insuffisance des mesures d'hygiène individuelles et collectives et surtout de la difficulté d'accès à l'eau potable avec les risques liés au mouvement des populations. Au vu de tous ces aspects, les brasseries du Cameroun, en partenariat avec l'Ordre national des médecins, branche de l'extrême nord, ont décidé de jouer la carte de la prévention. Cette société a octroyé plus de 2000 palettes d'eau minérale Source Tanguy à une dizaine de formations sanitaires de la ville de Maroua. Le geste vise à promouvoir le bien-être et la santé des populations. SABC se soucie des populations du Cameroun qui sont également des consommateurs. Ce geste que nous faisons aujourd'hui rentre dans le cadre d'un de nos axes RSE, la santé.
Et parce que l'eau est une denrée vitale, surtout pour les malades, les bénéficiaires saluent le geste du groupe SABC. Ce don en eau est le bienvenu parce qu'effectivement le pays fait face en ce moment à une épidémie de choléra dans 2 régions, le nord et le centre. Ces palettes seront, n'est-ce pas, distribuées aux malades, hospitalisés surtout. Pour l'Ordre national des médecins du Cameroun, l'action posée par les brasseries du Cameroun rappelle à tous que la lutte contre les maladies hydriques et surtout le choléra exige une approche multisectorielle. Nous avons signé une convention avec les brasseries du Cameroun à Douala. Donc à partir de là, nous avons fait notre doléance pour avoir ce don de l'eau Tanguy. Ceci va continuer encore pour les autres années. Le secrétaire général des services du gouverneur de l'extrême nord, Herman Bertrand Asiga-Ibana, qui présidait la cérémonie, a lancé un appel aux populations de l'extrême nord qui doivent promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Et en sport football, le Cameroun est sur tous les fronts de compétition internationale. La sélection senior masculine participe au championnat du monde Italie-Bulgarie 2018. Les dames sont en phase finale de leur préparation du championnat du monde prévu au Japon fin septembre. Et sur le continent, l'équipe nationale junior est déjà à Abuja au Nigeria où elle participe dès demain à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Voyons tout cela avec Évariste Yenga. Coup dur dans la tanière des Lions du volleyball. L'équipe va disputer le championnat du monde italo-bulgare sans son capitaine. Jean-Patrice Ndaki-Moulet a été victime d'une blessure. La rupture du tendon d'Achille survenue en phase terminale de la préparation en Slovénie. Ndaki a subi avec succès une opération à Maribor. Le joueur clé de la sélection camerounaise reste au sein de la tanière, suivi par un médecin de la délégation, mais il sera indisponible durant 6 mois. Sans leur capitaine, les Lions du volleyball iront de l'avant. Ils croisent en phase de groupe 5 pays, la Tunisie, la Serbie, l'Australie, les États-Unis et la Russie. Tous des adversaires redoutables. Cependant, les Camerounais ont un moral à toute épreuve. Les résultats en phase préparatoire en Europe sont encourageants. 5 victoires en 8 matchs amicaux. C'est ici qu'est basée l'équipe du Cameroun. Bari, une ville du sud de l'Italie. Toutes les rencontres de la phase de groupe se tiendront dans cette arène, le gymnase polyvalent de Palaflorio. Premier match du Cameroun ce mercredi face à la Tunisie à 13 h, heure du Cameroun. Suite du calendrier, Serbie-Cameroun le 13 septembre, vendredi, Australie-Cameroun, dimanche, Cameroun-États-Unis et lundi, Russie-Cameroun. C'est la 3e fois d'affilée que le Cameroun participe à ce championnat du monde. L'enjeu est de faire mieux qu'en 2010. Les Lions avaient alors été éliminés au second tour. Ce journal s'achève et voici les principaux titres développés dans l'actualité ce soir. Presse camerounaise. Censure de la haine dans le discours des médias. Le Conseil national de la communication sensibilise les journalistes. Un atelier ouvert ce jour à Yaoundé à cet effet. Et vous avez suivi quelques experts qui préconisent la formation et demandent aux journalistes de s'en tenir aux faits. Présidentielle 2018, n'ayez pas peur. La conférence des gouverneurs rassure quant au dispositif sécuritaire avant, pendant et après le scrutin. Le conclave s'est achevé à Yaoundé ce jour sous la présidence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Et puis en sport, championnat du monde de volleyball, Italie-Bulgarie 2018, duel africain ce mercredi sur le sol italien. Le Cameroun monte au filet contre la Tunisie, championne d'Afrique en titre. Et c'est tout pour ce soir. Retrouvez la dernière édition d'Information à minuit avec Patricia Lebametuxon et Jean-Cyriac Besseux. Bonne suite des programmes sur la CRTV.